Merci Gilles de t'être prêté et d'avoir répondu à notre invitation. Donc Gilles Bruni, pour le présenter, réalise depuis plus de 20 ans, fin des années 80, si je ne me trompe pas, donc plutôt des installations paysagères. Son travail, que ce soit en duo avec Marc Babary ou en solo, a fait l'objet de nombreuses expositions et publications. Alors, une des dernières en date a pris pour site le lac de Grandlieu, à l'invitation de l'association L'Esprit du Lieu. Alors, parmi les différents textes et références qui mentionnent le travail de Gilles, mentionnons par exemple le livre Land Art de Gilles Divergien, un classique, qui est paru chez Carré Éditeur en 2012, précisément, si j'ai bien vu, dans le chapitre Hors champ. C'est peut-être pas non plus tout à fait étranger à ce dont on va parler ce soir. Donc, comme pour tout travail plastique relevant ou appartenant au land art, la question de la relation à l'œuvre est prépondérante. Alors, relation in situ, en présence au site, ou relation, on pourrait dire ex situ, c'est-à-dire en présence d'images du site devenu lieu. Le rôle et la place qu'occupe la notion d'image dans le land art est ouvert à bon nombre de pratiques et usages. Donc, au cours de ces différentes étapes, le travail de Gilles Bruni nous semble travailler par un nécessaire passage par l'image. On pourrait dire que d'une certaine manière, il faudrait en passer par l'image pour ce type de travail. Dire que c'est un passage ne dit rien des conditions de fabrication de ce passage. Et c'est peut-être ça dont nous allons nous entretenir ce soir. Bonsoir. Alors, pour moi, ce moment, suite aux échanges qu'on avait pu avoir avec Grégory et Guillaume, ça a été justement de revenir sur ces travaux, on va dire anciens, qui permettent de reposer un petit peu des bases qui ont permis de construire cette relation, par exemple, à la photographie et au travail du site, et de reparler de ces choses-là parce qu'elles ne sont pas forcément effectivement évidentes, parce que j'ai tendance après de m'installer dans la contemporanéité, c'est-à-dire le moment de mon travail, et pas forcément revenir toujours sur des pratiques anciennes. Donc, et en même temps, ça permet de faire le point, y compris pour moi, de réinterroger un petit peu ce rapport à l'image. Parce que je pense que déjà, quand on reparle de ce travail qui avait commencé à la fin des années 80, c'est un moment qui est fondateur, parce que ça a permis de construire, on va dire, ce que devient l'installation paysagère. Bon, ça s'est fait aussi dans un cadre de travail universitaire, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus innocent dans la manière dont ça va se construire, par le recours à un moment donné à l'image photographique qui va être un petit peu comme le produit qui va permettre de valider aussi un travail de recherche à un moment donné, puisque c'est quelque chose qui se déroule à l'extérieur dont on n'a rien, et on arrive avec quelque chose sur un corpus avec lequel on va travailler, et ça passe par l'image photographique. Et cette image photographique questionne, en fait, est-ce que ça peut valider quelque chose qui s'est passé et qu'on ne verra jamais, et quelles seraient un petit peu les modalités qui permettent de comprendre un peu ce passage, où on a échangé un peu avec Guillaume là-dessus, sur la question de la transposition. Et donc je vais essayer je pense, de citer un peu là-dessus, cette question-là ce soir. Et pour ça, je prends des séries d'exemples, où les travaux qui ont été les mieux analysés étaient les premiers, et qui permettent après de comprendre un peu cette évolution, on va dire un cadre dans lequel des fois il va y avoir des variations, des choses vont un petit peu bouger, évoluer. Alors, donc là, je commence avec le travail de la hutte de maïs. Alors, en dehors, effectivement, là, d'un intitulé qui n'est pas innocent, qui fait sens dans cette construction, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, c'est cette question, on disait, de l'image, et cette relation à un extérieur. Bon, alors, il y a un certain nombre d'images comme celle-ci qui sont des images documentaires qui enregistrent on va dire les étapes, le processus, et elles ont, on va dire, valeur d'enregistrement, de documentation dans un premier temps. On cherche à saisir, à emmagasiner des informations sur des étapes qui donnent des indications sur, on va dire, sur le lieu, les saisons, les évolutions, enfin les états du site, comme ici, où on passe d'une recherche, d'une installation dans un endroit en tenant compte des paramètres, en tout cas de terrain,
et s'appuyant sur des éléments visuels et qu'on va aller fréquenter parce qu'on va chercher très rapidement à mettre ça en relation avec ce dispositif photographique. C'est-à-dire qu'au départ, si les photographies sont faites, on va dire, pas du tout venant, mais en fait on essaye d'enregistrer des positions, des éléments du chantier, elles vont progressivement se fixer, comme ici par exemple, et en se fixant, elles vont donner un cadre d'intervention, ce dont on avait parlé. Du coup on pourra aussi procéder dans l'échange, et cette image justement donne une information sur la droite. On aperçoit de la végétation. Cette végétation en fait est un état du sol qui est laissé à vivre à un moment donné, alors que l'autre partie se retrouve fauchée. L'explication va revenir après à rebours, avec des éléments y compris comme celui-ci, où on voit des opérations de brûlage sur la production de cette image. C'est ça qui va me servir de base justement à revenir dessus et un peu à déconstruire. C'est-à-dire qu'il y a toute une construction qui se fait sur le site en fonction de la manière dont on l'aborde, dont on y circule, dont on organise du chantier, y compris avec l'appareil photographique qui à un moment donné se pose, il devient point d'observation, depuis lequel on va regarder ce qui s'y déroule, voire même projeter des éléments sur le site, c'est-à-dire on ne fait pas qu'enregistrer, mais aussi on s'en sert dans le sens comme outil de projection, et voir les relations qui s'établissaient entre le point de vue, par exemple, et le site. Donc c'est une façon un peu de comprendre par la pratique, par l'expérience de ce déroulement, ce qui fait que, par exemple, cette image qui se construit bidimensionnellement dans un carré, en réalité, sur le terrain, c'est un trapèze. Sauf que c'est un trapèze qui n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a une partie au sol qui, elle, effectivement, dessine le trapèze. Voilà, on revient un peu en arrière. Et là, justement, on a un bord, à droite, on a un bord du trapèze, qui va être le hors-champ. À un moment donné, on se posait cette question. C'est-à-dire qu'en fait, en dessinant ça, on se demandait, mais puisqu'on a un point de vue fixe, on peut aussi, à la limite, par économie du chantier, se dispenser de travailler sur les extérieurs, sur le hors-champ. Et donc de penser tous ces éléments, le hors-champ, y compris aussi des champs qui sont lointains, comme ceux de la végétation au loin, sur lesquels on ne va pas pouvoir intervenir. Ce sont des éléments qui vont être importants. Donc a priori, c'est plutôt ce qui se déroule là, immédiatement, d'accessible sur le terrain, avec tout de suite aussi des questions sur comment l'image va se former dans l'objectif. Et l'image se forme dans l'objectif en fonction aussi d'un état du sol, savoir s'il est penché ou pas, ce qui va nous amener des fois à modifier notre point de vue, c'est-à-dire par exemple comme dans ce cas-là où il y avait peut-être un léger dénivelé vers le fond, donc à chercher à monter un peu plus pour essayer d'avoir un point de vue légèrement plongeant qu'on cherchait, comme on pourrait chercher du frontal par exemple, ou chercher des situations naturelles qui permettraient d'avoir un point de vue à un endroit par rapport à une côte de colline et qui permet d'avoir naturellement un redressement de plan. Donc il y a tout un tas d'astuces comme ça qui vont devenir intelligibles pour nous par l'expérimentation. Après, vous travaillez à deux, Gilles. Voilà. Peut-être c'est important c'est la chose qu'effectivement que je mets, c'est on travaille à deux. Et d'ailleurs, du coup, ça va avoir une incidence fondamentale dans l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on a développé par ce travail à deux une façon de construire le projet. Et aussi une façon de se le répartir, de le négocier, de le mettre en place, de le mettre en scène, ce qui nous a amené finalement à repérer et à voir d'une manière un peu particulière dans des terrains, ce qu'on a appelé, nous, des insularités, là c'en est une, et des points de division, de divergence, des limites. Alors là, elle articule les deux, mais bon, c'est surtout aussi cette notion d'insularité qui va vraiment émerger. Et dans ce travail, c'est aussi toute la procédure qu'on met en œuvre, qui va amener une gestion des procédés dont, par exemple, non seulement le travail sur site, mais aussi la prise en charge photographique, où on va se donner des règles,
comme dans celle-ci, qui remonte à une époque où le numérique n'a pas encore envahi les balbutiants. Alors on travaille avec du vieux matériel et on essaye de trouver comment traduire cette question pour nous, par exemple Vue 2, cette façon qu'on a de bosser, d'enregistrer nos images, etc. Comment ça peut porter notre projet? Et là, à un moment donné, pour nous, ça le porte dans une relation, par exemple, à la prise de vue de l'autre, enfin, du portrait, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un qui devienne opérateur et l'autre qui se retrouve dans l'image, qui va entraîner des constructions par surimpression, comme celle-ci, où on va se retrouver là à égalité la moitié du temps l'un et l'autre. Enfin, donc ça va entraîner aussi des réflexions sur cette notion d'équilibre, d'équité, enfin, que chacun va avoir sa place, son morceau, sa part de travail, ainsi de suite. C'est pour ça que ça nous installe dans une relation très, très particulière de ce qu'on pourrait appeler quasiment gémellaire, du coup. Pour autant, sur cette image-là, chacun, vous n'avez pas poussé l'exercice jusqu'à avoir les mêmes vêtements, visiblement. Ah non, justement. Voilà. C'est-à-dire que vous gardez ce sont des fausses symétries, c'est presque pareil. C'est-à-dire qu'on se rapproche, on tend l'un vers l'autre on va retrouver des choses, enfin, des formes de similitude, là de quasi-symétrie, avec une position qui est à peu près similaire et ainsi de suite, mais on conserve quand même la différence. C'est-à-dire que moi je considère l'image comme étant une représentation technicisée. C'est-à-dire que l'image, effectivement, ça peut être le travail sur site, ça peut être le travail de la photographie, du dessin, n'importe, etc. C'est la façon dont, par la technique, on s'empare de cette question de la représentation et on va travailler des formes. Et là, dans cette connaissance, enfin, du jeu de cette construction de ce qu'est une image, ici, nous, on introduit ce paramètre que j'expliquais au départ, qui est de pouvoir discuter à partir de travaux photographiques, d'un travail qui était ailleurs, quelle validité ça pourrait avoir, et nous, c'est de considérer ici une question de transposition. C'est-à-dire de voir que dans le travail du site, comme dans le travail de la photographie, il va y avoir à un moment donné une relation de l'un à l'autre, des allers-retours. C'est pour ça que la question, par exemple, du point de vue photographique est quelque chose qui était devenu très important. C'est-à-dire qu'on a, comme on disait à l'époque, il n'y a pas de travaux sur site qui sont faits sans sans qu'il y ait un travail photographique. Et inversement, on ne fait pas de photographie s'il n'y a pas de travail in situ. Donc il y a vraiment, on a décrété qu'on ne le travaillait que dans cette relation. Donc, mais là, la particularité, c'est peut-être pour nous, c'est cette mise en scène, je dirais, elle a plusieurs rôles. D'abord, il y a un travail, je dirais, qui relève de la question de l'architecture, du paysage, des jardins. C'est-à-dire que ce qui est construit est fait dans des proportions pour accueillir finalement la circulation d'un humain. Donc des surfaces, des étendues, des passages, ce sont des choses qui sont très importantes, qui découlent par exemple de la question du chantier, c'est-à-dire comment on aborde un terrain, comment on circule dans l'espace, et c'est quelque chose qui va nous habiter tout le temps, et jusqu'à amener à la question par exemple de l'habitat, ou en tout cas des fois de ces fictions de huttes, de cabanes. C'est vraiment une question d'échelle en fait. Oui. Le personnage est là, il est là, il est dans le paysage, il l'habite en fait, il a sa place. Alors que peut-être effectivement des fois dans certains travaux du land art, pour certains, en tout cas, ils s'en foutent de cette question-là, c'est pas ça qui les importe. La preuve, c'est que des fois des travaux vont se lire à différents niveaux. Par exemple, les fameux travaux de Smithson, donc il se plaît, alors la spiralgetie en est un exemple, il va regarder ça au niveau de la cristallographie, de ce qui va se former même sur la spiralgetie, comme il va regarder ça dans une distance cosmique. Et le film qu'il a réalisé, on dit assez de ce côté-là. Donc là, on passe du micro au macrocosme et ainsi de suite. Là, non, nous, c'est vraiment l'échelle, on va dire, humaine. On a choisi cette place. Et par les corps, on met en scène ce qui est important aussi, cette relation qu'il y a entre nous et la manière dont on travaille. C'est-à-dire ça, on imprime ça aussi dans le travail, donc ça renvoie aussi à la question du portrait. On est là aussi dans une construction sociale pour moi.
quand on fait ce travail. C'est-à-dire qu'on on construit aussi l'identité, on pourrait dire quasiment Bruni Baban, quoi. On fabrique quelque chose de singulier. C'est-à-dire qu'en intervenant sur le site, on a une action. On sait que des fois des artistes là sont posés et ont eu quelque chose d'assez explicite dessus. Je pense à Richard Long quand il grognait des fois sur ses confrères américains du land art en disant moi je respecte le milieu, quand je me déplace je retourne des pierres, je les remets même en place une fois que je suis passé. Voilà. Et là nous effectivement on a une action sur le terrain et qu'est-ce qu'il advient de ça, qu'est-ce qu'on a induit, entraîné. Et quand on voit l'image de 2002 que j'ai pas ramenée, on ne reconnaît plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, le lit a disparu, c'est un lit de cailloux, la végétation même autour a disparu. Il y avait un côté qui était exploité par l'équivalent de l'ONF italienne, ils ont dû finir par faire une coupe. Donc il y a tellement de modifications de paramètres autour que l'incidence de notre travail est extrêmement faible. C'est extrêmement d'ailleurs perturbant parce que des fois, on a même du mal à retrouver des fois des traces du travail, tellement l'impact, soit naturel, soit humain, sur les milieux est fort. Donc ça, c'était des choses qui nous avaient intéressés par rapport aux questions ambiantes qu'il pouvait y avoir, qui sont celles de l'écologie, entre autres aujourd'hui, et de notre impact dans notre environnement. Alors moi, ce qui m'intéressait, quand je voulais montrer ce travail, c'est par rapport aux images que vous avez vues tout à l'heure, et là, la grande image, c'est qu'elles sont accompagnées d'une séquence d'images qu'on appelle près d'elle. Alors, quand on a utilisé ces séquences d'images, je veux dire, il y avait plusieurs raisons. Il y avait entre autres, par exemple, celle d'une frustration. C'est-à-dire qu'à force d'enregistrer des images sur le processus, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose de vachement intéressant, de vachement important entre un moment A, A et un moment B. Il se déroulait des choses, il y avait des changements, des transformations, presque des mutations. C'est-à-dire que le travail prend des allures et il devient presque autre à un autre moment. Ça dit le temps, ça dit du travail, on va dire de la fabrication. On se rendait compte que l'image que l'on produit, du coup, on la contredit presque, on raconte presque une autre histoire, comme si c'était un peu les coulisses. Enfin, voilà, ça c'est une des visions des choses. Et là, avec cette prédelle, qui vient des prédelles historiques au-dessus, enfin qui sont sous les retables, en fait c'est-à-dire qu'en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une histoire de ces choses-là qui racontent, qui montrent des lieux et des événements qui ont lien avec l'image principale qui est montrée. C'est exactement ce qu'on faisait. Alors après, évidemment que notre invitation appuie sur la question de l'image comme objet de recherche, et tel que c'est exposé maintenant, pourrait donner effectivement l'idée que seule l'image matérielle, photographique est l'aboutissement. Or, pas du tout. Hein. Non, là pour moi, il y a une double finalité. Il y a le travail du site, il y a le travail de l'image. Comme j'avais expliqué au départ, le questionnement démarre avec un souci dans le cadre d'un travail universitaire, de créer un corpus sur lequel je vais travailler et je vais défendre. Et comme ça passe par l'image, ça pose le problème de l'inaccessibilité au lieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail-là, si je le présente, qui est réalisé en telle année, que je le représente 4 ans plus tard, personne n'ira jamais le voir, il n'existe plus non plus, etc. Et donc, et vous me parlez d'un site. C'est invérifiable, je veux dire, etc. Donc, et de là aussi, ça va interroger des pratiques, forcément, des artistes qui travaillent comme ça, in situ, et ceux du land art. C'est le paradoxal aussi. Oui. Le paradoxe de la photo et du site. Ouais. C'est-à-dire que, oui, voilà, ça soulève beaucoup de questions. La photo qui capte l'œuvre et finalement l'œuvre qui est... Ouais. Comme si on voulait faire perdurer, en fait, cette... Il y a ça. C'est un aspect, oui. C'est-à-dire que là, dans le travail de l'image, tout à l'heure, j'ai parlé d'une visée où on cherche à faire indication aussi, parce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer, se négocier avec la photographique, l'image photographique qui enregistre. Mais il y a aussi autre chose dans la construction de l'image. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du point de vue photographique, il y a tout un travail de projection, de guidage technique,
Donc là, il y a de l'aide aussi à la décision, à la construction. On peut aussi voir dans l'image, pour moi qui était très important, autrefois on l'avait évoqué, c'est dans cet aller-retour entre le point de vue et le site, se joue quelque chose de l'ordre d'un apprentissage quelque part à lâcher prise, un apprentissage à la perte. Ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, c'est aussi l'apprentissage à la perte, finalement, de quelque chose que je réalise là à un endroit, qui va disparaître, que je vais quitter, que je vais abandonner, ou tout ce que tu veux, et que, je veux dire, on n'est pas, du coup, dans un rapport à un objet que tu peux garder et conserver. Certains qui peuvent produire des fois des choses, on peut avoir du mal à se détacher de ce qu'ils ont produit. L'acte de vente est quelque chose, c'est comme la psychanalyse, il faut faire plier l'autre pour accepter de le lâcher. Et là, du coup, là aussi, il se produit quelque chose, et comme si dans la prise de photographie, à un moment donné, on est en train de se regarder pédaler. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être à la fois être dans l'observation de ce que je suis en train de faire. C'est la photographie par sa mise à distance et sa technique d'enregistrement me permet de voir des choses qui se sont déroulées, que je ne pouvais pas voir pendant que j'y étais, parce que je suis pris par autre chose. En plus, je suis dedans, embarqué totalement jusqu'au cou dans mon affaire. Et aussi, comme je disais, dans cette gestion... on va dire, affective dans la relation à mon objet. Le procédé, pour le tester. Comme tu disais, les lieux qui sont banals, qui n'ont rien de spectaculaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, ce sont des lieux communs, qui sont finalement des lieux de vie, qui sont de proximité, qui sont communs. C'est ça, moi, je crois, qui me touche le plus. Et c'est le travail que tu fais dessus qui fait lieu, qui leur donne à un moment donné un autre type d'existence, quoi. Pardon. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On voit que les images sont parfois aussi des réponses très plastiques. Ça change, ça bouge, c'est jamais figé. Je trouve ça toujours très riche d'enseignements à entendre comme propos en tout cas.